Merci à nos intervenants qui, comme tous les intervenants de cette journée, interviennent à titre bénévole. On m'entend ? Je vais vous présenter mes deux intervenantes. Tout d'abord, Manuela Cadot, qui est psychologue en développement organisationnel et santé psychologique au travail. Elle est diplômée de l'Université de Sherbrooke au Québec et spécialisée également en psychodynamique du travail, en santé et sécurité au travail et aussi en droit du travail. Elle a travaillé sur des contextes de transition organisationnelle et d'évolution interculturelle de milieu de travail au Québec. Sa pratique actuelle l'amène à intervenir auprès d'entreprises et de professionnels qui rencontrent des difficultés d'ordre psychosocial. Puis Christine Geoffrion, qui est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en psychologie sociale et du travail. Elle est membre du laboratoire de psychologie du Pays de Loire, présidente de la coordination régionale Pays de Loire de la Fédération française des psychologues et de psychologie. Elle conduit des recherches sur la santé et les facteurs de bien-être au travail via l'étude des risques psychosociaux organisationnels, l'étude du management participatif, de l'accompagnement du changement et l'analyse des représentations sociales. Elle a publié plusieurs articles sur le thème de la santé au travail et organisé plusieurs colloques et journées d'études sur ce thème. Donc je vais en premier donner la parole à Manuela Cadot, qui va nous parler de la souffrance au travail, ce que c'est, comment ça touche tout le monde, à quel point ça touche tout le monde, et aussi peut-être quelques facteurs aggravants pour les HPI. Manuela. Merci. Bonjour à ceux qu'on n'avait pas croisés encore. Donc en fait, au départ, la question a été posée autour du harcèlement et je dois dire qu'on s'est senti un peu à l'étroit sur cette question parce que le harcèlement, c'est une des circonstances malheureuses du travail que l'on peut rencontrer. Le point commun étant des situations, d'autres situations étant le fait de souffrance qui peut se manifester de différentes façons. S'il y a un maître mot souvent qu'on dit aux entreprises que l'on rencontre, c'est que si quelqu'un vit une situation de souffrance au travail, la première chose à dire, c'est que si ça se voit auprès de cette personne-là, ça n'est pas elle nécessairement le symptôme, mais elle fait symptôme. C'est-à-dire que dans la notion de souffrance au travail, on va être amené, dans le cadre de notre travail de psychologue social, de regarder davantage les notions d'environnement aussi et de les introduire dans le diagnostic concerté qu'on peut faire, parce qu'on n'est pas tout seul à faire ce diagnostic-là, parce qu'on est psy, qu'on travaille seul, au contraire. Il faut s'entourer d'autres regards pour pouvoir identifier et poser un mot tel que le mot souffrance dans le travail. Donc, pour ma part, la façon dont j'interviens avec les entreprises, je veux juste recadrer par rapport à ça, c'est que quelqu'un qui est en souffrance au travail, pour moi, peut faire symptôme. Et c'est une nuance moins importante, puisque ça veut dire que ce qui va être analysé n'est pas la personne, n'est pas le professionnel, mais c'est bel et bien la situation de travail ou les situations de travail auxquelles est confronté sont confrontés les professionnels et qui les mettent en difficulté et au point de dire je suis mal dans mon travail et je souffre dans mon travail. Alors la plupart du temps ils ne disent pas je souffre, c'est nous qui sommes amenés à dire mais c'est de la souffrance. Je ne sais pas si c'est de la souffrance, si c'est de la souffrance. Vu tous les symptômes que vous semblez ou toutes les perturbations qu'il y a aussi dans votre quotidien, à un moment donné, il faut aussi savoir poser un mot qui est délicat, parce que socialement, comme je disais ce matin, c'est pas très glorieux de dire que l'on souffre de quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assumer certaines choses. Donc voilà, donc c'est pas toujours simple, mais ça remet dans le contexte un petit peu la perspective dans laquelle on souhaite aborder les choses avec vous, avec Christine, avec cet aspect de l'environnement. Et le point commun avec ce qu'on disait ce matin par rapport au HPI, c'est dans cette capacité d'adaptation, eh bien, on est tout le temps en effort d'adaptation. La souffrance au travail, bien, je vais être très provocatrice, mais c'est normal de souffrir, puisque, comme je dit ce matin, le médecin présent, c'est que si on la santé, c'est comme un équilibre, comme une balance. À des situations de souffrance viennent, je dirais, se contrebalancer
des systèmes de défense, hein, qui soient immunitaires, qui soient d'ordre social, par exemple si je vais demander de l'aide à quelqu'un, qui soient d'ordre organisationnel, si je vais rechercher des ressources techniques pour m'aider à faire ce que j'ai à faire, ou qui soient d'ordre technique, tout simplement, ou matériel. Donc ce qui veut dire que l'état de santé est ni plus ni moins des situations de souffrance face à des systèmes de défense qui viennent se contrebalancer et rechercher cette notion d'équilibre. À travers cela, on va chercher du coup, non pas une situation dite normale, mais un point d'équilibre pour une personne ou une équipe donnée, sans avoir en nous une idée de norme. Donc c'est peut-être là où il y a des façons d'appréhender les choses qui peuvent rejoindre aussi les HPI, dans le fait que la norme, ça commence à déranger pas mal. Comme nous, on n'en a pas, dans la façon dont on aborde les choses, et bien du coup, on est plus à l'aise pour analyser les choses. Hein. Donc de ce fait-là, c'est très confortable. Donc sur le plan de la souffrance, juste de dire par rapport autrement à l'identité au travail, il n'y a pas aujourd'hui d'études qui démontrent que du fait de telle ou telle personnalité, on soit plus à même de souffrir dans le monde du travail. La seule chose que l'on sait, c'est que nos traits de personnalité vont davantage ressortir, être exacerbés, être peut-être plus manifestes pour certains, à travers les mécanismes de défense qu'on va mettre en branle pour répondre à une situation qui nous met en souffrance. Il y a des traits, par exemple, qu'on retrouve assez couramment. Les gens, quand ils sont souffrants, me disent « je vire parano ». Certainement, parce que la paranoïa ou l'hypervigilance qu'on développe quand on est en situation de souffrance, eh bien, elle vient aussi nous servir à vérifier qu'on fonctionne bien. Donc c'est un trait, le paranoïaque, entre guillemets, que l'on va très souvent retrouver lorsque l'on est souffrant, mais ça ne veut pas dire pourtant qu'on est paranoïaque. Donc ça, quand les gens disent « je me sens paranoïaque », je dis « ça, c'est pas étonnant » et c'est très souvent que quand on est en situation de souffrance, on tire un petit peu sur ce trait, cette tendance paranoïaque, mais c'est tout à fait normal, c'est un mécanisme de défense comme un autre, pour se prouver qu'on fonctionne bien et qu'on n'est pas fou. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi l'aspect que, par rapport à l'identité au travail, et donc il n'y a pas de personnalité qui soit plus douée que d'autres à souffrir. Il y a des études qui démontrent en revanche davantage que les professionnels qui ont vécu des expériences de vie douloureuses ont peut-être par contre sont peut-être précipités davantage dans des situations de souffrance, ou du moins ces situations de souffrance vont peut-être davantage être ressenties par les professionnels concernés. Et c'est souvent à mettre en lien avec des stress post-traumatiques, c'est-à-dire que des situations de trauma passées qui viennent être réveillées un petit peu à l'instar d'un bâton dans la fourmilière, à réveiller des choses douloureuses et qui viennent réveiller ces émotions ou des réactions des fois on dit je sais pas ce qui m'a pris, c'était pas moi, je sais pas pourquoi, j'ai réagi comme ça, et voilà. Et puis petit à petit, quand on aborde les choses, ça me réveille quelque chose, mais c'est ancien, ça n'a aucun rapport, je ne trouve vraiment pas le rapport, etc. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont réveillées, mais au plus profond. Et ça peut toucher quelque chose effectivement qui était refoulé, parce que le refoulement avait été confortable, qui permettait de se protéger de quelque chose. Voilà, donc ça nous renvoie aussi parfois à des choses qui peuvent être passées. Et donc c'est aussi à prendre en compte pour les personnes qui sont des fois en difficulté. Je fais une dernière parenthèse avant de passer le relais à Christine sur l'aspect organisationnel, parce que c'est vraiment là où toutes deux on est très intéressés à vous emmener avec nous. Être au travail, c'est donc un homme, une femme au travail, c'est un organisme qui est au travail. Souvent, on s'en rend compte quand on est face au médecin du travail, parce qu'on est en sous-vêtements, puis être sur un temps de travail en sous-vêtements, c'est pas commun. Quand c'est consenti, je veux dire. Et comment dire, c'est souvent là qu'on se rend compte qu'un oui, c'est vrai, on est un organisme au travail et on est surveillé pour être bien au travail. Donc on est un organisme, mais on est aussi quelqu'un qui est dans une interaction sociale, c'est-à-dire que moi au travail j'existe aussi à travers les autres, le regard des autres et ce que les autres me donnent à être vis-à-vis d'eux. Donc ça me confère un rôle, des interactions, et c'est assez aussi, c'est tout autant important pour moi. Et puis par ailleurs, je suis quelqu'un qui grandit. Je suis quelqu'un qui n'est pas la même à 40, qu'à 30 ou qu'à 20 ans, et qui sera probablement différente à 50 ans. Et donc je fais aussi l'épreuve de moi-même dans l'exercice de certains rôles que j'acquiers, que j'essaye, sur lesquels je tâtonne, etc.
Et du coup, ça me renvoie aussi à cette croissance individuelle, intrapersonnelle, dont je peux faire l'épreuve au quotidien. Ce qui veut dire que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la souffrance au travail, c'est un mécanisme de vie, un mécanisme aussi de croissance. C'est à travers ce que le travail va exiger de moi, venir chercher en moi d'adaptation, que je vais aussi faire l'épreuve de qui je suis dans le travail, à travers les interactions que j'ai aussi avec les autres. Et c'est aussi cela qui va venir me confronter en tant que personne et probablement aussi, pour certains d'entre vous, en tant que HPI. Donc l'enjeu pour l'entreprise, eh bien, c'est de faire en sorte que par contre les situations de souffrance ne deviennent pas pathogènes. Ce qui veut dire que toute situation qui nous met dans un inconfort n'est pas une aberration. Hein, c'est pas agréable, on en convient. Mais en même temps, c'est ce qui aussi nous fait exister. Parce que si ces moments-là n'existaient pas, eh bien on ne saurait pas qu'il y a des moments sympas. Hein. Mais bon, on va pas rentrer dans la philo. Alors, autrement, ce que je voulais dire donc, par rapport à l'identité, c'est que on va revenir quand on était petit, tout petit. On arrive dans les bras de notre papa ou de notre maman, ou de quelqu'un de très très proche, et en fait on arrive avec une valise. Et dans cette valise-là, il y a un certain nombre d'héritages, et on est, EST, comme on est, NAIT. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas choisies, que voilà, la nature l'a décidé pour moi, mes parents m'ont livré un certain nombre de choses, et du coup ça c'est assez précoce, c'est stable dans le temps, je n'ai pas décidé. Je suis une fille, ça va rester toute ma vie, je n'ai pas décidé, a priori je ne suis pas transsexuelle, et j'ai vraiment une cohérence en moi qui fait que je vais rester fille jusqu'à la fin de ma vie. Je suis la deuxième de la fratrie, même s'il y en a un troisième, je resterai toujours la deuxième de la fratrie. Il y a un certain nombre de choses qui font en sorte que ça me définit à travers un environnement social. Et puis je suis aussi française, donc il y a beaucoup de choses qui me définissent comme ça. Je suis française avec aussi une partie espagnole, et donc c'est ce qui va venir définir mon cadre culturel et ce sentiment d'appartenance, un petit peu de culture, etc. à cheval, donc un petit peu différent aussi d'autres personnes. Et tout cela, c'est venu à moi sans que je demande rien du tout. Et puis en même temps, je grandis. Et plus je vais grandir, plus je vais commencer à chercher qui je suis. C'est-à-dire que on est qui on est, à l'humanité, eh bien, on va aussi développer ce que l'on veut faire de ce qu'il y a dans cette valise. Autant je l'ai ouvert à la naissance, hein, plus je vais avancer dans ma vie, plus je vais continuer à fouiller dans cette valise. Hein. Il y a des choses que l'on découvre à l'adolescence, parce qu'on ne sait pas si c'est plutôt les garçons qu'on aime ou plutôt les filles. Alors là, je suis confrontée à une grande décision, une des premières de ma vie, il faut quand même le savoir, qui est de savoir quel sera mon premier petit ami, parce qu'a priori, c'était plutôt les garçons qui m'intéressaient. Et donc, toujours en faisant ce chemin-là, je suis en train de développer et de procéder à ma quête identitaire. Hein, de savoir qui j'étais à la naissance, hein, je suis la façon dont je suis née, et en même temps, qu'est-ce que j'en fais? Et là, j'ai une part de décision qui m'incombe, j'ai une part d'influence sociale, au niveau de l'éducation aussi, au niveau religieux, éventuellement confessionnel. Bref, il y a plusieurs sources d'influence qui vont venir façonner mon identité et me confronter régulièrement à qu'est-ce que je veux faire de moi et qui je suis finalement. Et autant dans ma sphère individuelle, je fais des choix, c'est-à-dire que je vais choisir des gens qui vont me ressembler ou pas. Donc là, ça va être correct, ça va pas être correct, mais globalement, quand ça fait pas mon affaire, merci, bonsoir, je vais changer d'environnement. Mais dans le travail, il y a des choses qui s'imposent à moi. Et là, je n'ai pas nécessairement de choix à faire, mais il va falloir que je compose avec. Et c'est là que ça commence à se corser, parce que procéder à qui je suis en tant que professionnelle, alors que je ne choisis pas nécessairement les gens avec lesquels je vais être amenée à travailler, et savoir s'ils me comprennent ou pas, eh bien ça va corser un peu plus ma quête identitaire. Hein, parce que qu'est-ce qui fait que moi je tombe tout le temps au travail avec des gens abrutis-miels? Qu'est-ce qui fait que quand je dis quelque chose, les gens ne comprennent pas? C'est quand même pas d'ailleurs, c'est pourtant ça, ce que j'explique, bref. Il y a des choses qui se répètent et puis en plus mon environnement social me dit oui, mais avec ton caractère en même temps ça ne m'étonne pas, tu comprends pas, hein? Bon, alors ça aide pas. Et il y a beaucoup de choses qui font que, à travers cet environnement à la fois, comme je disais, social, familial, culturel, me renvoie à mais finalement c'est moi qui ai un problème. Voilà, c'est vraiment moi qui ai un problème. Et en fait, et ben, pas nécessairement. Et c'est là où nous on vous emmène en voyage avec les psys du travail, à dire pas nécessairement, mais c'est peut-être bien de regarder ailleurs que, à l'intérieur de nous, ailleurs que dans l'interaction avec les autres, mais regarder aussi dans l'environnement de travail,
dans une autre dimension, la dimension de l'équipe, pourquoi pas, dans sa dynamique de fonctionnement, dans la distribution des rôles entre ceux qui sont écrits sur papier et ceux que l'on observe sur le terrain. Est-ce qu'il y a des décalages justement là-dedans? Est-ce qu'il y a aussi des fonctionnements qui sont pas, qui sont comment dire, presque organisés institutionnellement et qui fait que je vois des fois dans les entreprises, dans les institutions publiques, j'entends dire oh mais t'inquiète pas, avant que ça bouge au niveau de ce changement-là, ça va prendre du temps, donc moi je suis pas encore énervée. Oui, pourtant ils ont dit que ça allait venir assez vite, donc ça pourrait bien s'y préparer. Attends, on va voir les premiers signes, moi j'entends le voir. Ça veut dire que du coup l'environnement a eu un impact chez moi, au point, non pas de m'amener à résister à un futur changement, mais à me faire comprendre que le changement, tant qu'il n'est pas observé et observable dans cet environnement-là, globalement, on ne bouge pas. Et comme tout le monde m'a toujours dit ça, moi je ne suis pas plus bête que la moyenne, hein, j'ai compris qu'il fallait adopter ce type de comportement. Hein, c'est un petit peu comme l'enfant précoce, quand certains, en fait, on leur demande de lire d'une certaine façon à l'école. Un enfant qui sait lire, c'est à Kentucky, il y avait une maman qui disait je ne comprends pas pourquoi vous avez mis de B à un enfant, sachant qu'il sait très bien lire. Moi, quand je l'écoute à l'école, et alors du coup, la maman dit, l'enfant dit, mais lis à la maîtresse. Mais l'enfant lit, il dit, mais c'est pas comme ça que tu lis à la maison. Ah non, à la maison, je ne lis pas comme ça. À la maison, il disait normalement. Mais comme à l'école, les autres enfants hésitaient, il a fait pareil. Donc voilà, donc on est bien sur ce côté, effectivement. Il est de bon ton de ne pas être différent, on en a parlé ce matin, dans quelle mesure se respecter dans soi-même, dans ce que l'on est, dans ce qui nous définit, dans notre particularité, dans notre singularité, dans notre fantaisie, qui dérange ou pas. Bref, dans tout ce que l'on est, comment concilier un petit peu tout ça? Eh bien, parfois, c'est aussi de prendre de la hauteur et d'être moins en focus sur ces aspects-là et de viser davantage l'aspect fonctionnement global au niveau je dirais de ce qui nous réunit dans le service ou autre. Alors, c'est pas toujours si simple, mais c'est d'abord une notion que je voulais évoquer avec vous, le fait qu'effectivement, toute notre vie, et qu'on soit HPI ou pas, on sera toujours en train de se demander qui on est, que ce soit dans notre environnement personnel ou dans notre environnement professionnel. Ça va? Oui. Bon. Tu veux intervenir? Tu prends le relais ou... Parce que moi, je ne sais pas, je crois que je vais avoir du mal à t'arrêter. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te propose, parce que là, voilà, on se connaît bien. Allez, vas-y. Un peu de risques psychosociaux. Alors bonsoir à tous et merci d'être encore là. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, même si ça va être un petit peu difficile. On ne vous promet pas de faire au mieux. On s'était d'ailleurs demandé si on n'allait pas procrastiner, Manuela et moi, mais bon, finalement, on est là, on reste. Donc, je vais vous présenter les choses sous le versant un peu, dans un premier temps, juridique, pour ramener la question de la souffrance au travail dans le cadre de ce que l'on appelle la santé et sécurité au travail, et dans cette grande enveloppe large qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, c'est-à-dire ce que l'on appelle les risques psychosociaux au travail. Donc d'abord, rappeler que c'est l'employeur qui a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés qu'il emploie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque ça date déjà de 1991. Il y a en effet ce que l'on appelle un document unique d'évaluation des risques, au sein duquel donc, doivent être consignés tous les risques professionnels, et donc l'employeur a la charge d'assurer que ces risques puissent être pris en compte. Alors les risques professionnels, comme leur nom l'indique, sont des risques qui sont exclusivement reliés au travail. Les risques professionnels, ils comprennent les risques dits psychosociaux. Seulement, ce sont des risques particuliers. Ce sont des risques professionnels, donc, qui sont d'origine et de nature variée, mais qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés, et qui donc ont un impact sur le bon fonctionnement des organisations. C'est ce que dit le ministère du Travail.
Donc ce que l'on retient, c'est qu'il s'agit bien de risques professionnels qui sont perçus et vécus par les salariés comme portant atteinte à leur santé mentale et physique. C'est très important. Ce qui est très important aussi, et ce qu'a rappelé Manuela et plusieurs intervenants depuis ce matin, c'est qu'en fait, ces risques-là résultent d'une combinaison entre des dimensions individuelles, entre des dimensions collectives, des dimensions organisationnelles, et je dirais aussi d'ailleurs sociétales, liées à l'activité professionnelle. Alors peut-être un petit mot lié à la terminologie, parce que justement les termes sont parfois confus, jusque dans les rapports, ce qui est souligné, à savoir qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du risque, c'est-à-dire de la probabilité de survenue de quelque chose, ce que l'on appelle les facteurs de risque, et c'est justement ce sur quoi on va porter notre attention, les facteurs de risque, et notamment les facteurs de risque organisationnels, et puis ce qui est de l'ordre des troubles, autrement dit des conséquences, et donc ce qui va entacher, ce qui va rendre pas bien le salarié. Donc les facteurs de risque, le risque, la probabilité de survenue de cette situation délétère pour le salarié, et enfin les troubles qui vont se traduire par du burn-out, qui vont se traduire par des symptômes dépressifs, qui vont se traduire par de l'ennui au travail, etc. Alors, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est donc par rapport à ce cadre juridique et aussi tout ce travail qui a été fait notamment dans les recherches scientifiques internationales et dont le rapport dit Nass et Légeron a fait écho en 2008, puisque ce rapport-là a véritablement posé les fondements des politiques et actions à venir relatives aux risques psychosociaux. Nass et Légeron, c'est quand même étonnant, c'est à souligner, ils parlent des risques psychosociaux, psychologiques, sociologiques, et bon, je soulignerai juste que l'un est psychiatre, l'autre est juriste, et que finalement tout ce qui peut renvoyer à justement la psychologie sociale, eh bien, il n'en est pas du tout fait écho à l'intérieur de ce rapport, qui n'en reste pas moins tout à fait intéressant, néanmoins. Nass et Légeron avaient demandé la mise en place, diligentée par le ministère du Travail, d'un collège d'expertise. Je dis peut-être des choses que bien nombre d'entre vous doivent déjà savoir. Un collège d'expertise collective piloté par Michel Golac, et donc ce rapport, dit rapport Golac, et Boudier d'ailleurs, puisqu'il était dit en 2011, paraît, et à l'analyse donc de la littérature internationale, en prenant en compte aussi la compétence des différents experts qui composaient donc ce collège, ont pu être mis en évidence 6 grands facteurs de risque organisationnel, de risques psychosociaux au travail, que je me permets de vous rappeler, qui sont donc, pour le premier, l'intensité du travail et le temps de travail. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit de plus en plus une intensification du travail, on vit des amplitudes horaires qui s'étendent, et surtout dans certains secteurs d'activité. Et ça renvoie à un modèle qui est issu d'une personne qui s'appelle Karasek, et ça renvoie justement à tout ce qu'on appelle la demande psychologique, c'est-à-dire l'exigence auquel renvoie mon travail, tout ce que je dois fournir pour bien faire mon travail. Donc l'intensité du travail d'une part, le temps de travail d'autre part, premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque est donc l'exigence émotionnelle. L'exigence émotionnelle qui renvoie au fait de devoir contrôler ses émotions. Et ça, on le constate notamment lorsque l'on a affaire à des clients, à des patients, à des personnes âgées, à des élèves, à des étudiants. Bref, quand on est dans cette relation
de contact où on est amené à contrôler ses émotions, dans le sens où il y a des matins où on n'est pas forcément dans sa meilleure forme, comme je peux l'être d'ailleurs ce soir, après toute cette journée d'écoute de personnes tout aussi intéressantes les unes que les autres. Bref, et puis à ce moment-là, on se dit, bon, je vais faire en sorte quand même de garder la face, comme disait d'ailleurs un sociologue qui s'appelle Goffman, garder la face et puis faire en sorte de donner le meilleur de moi-même, de rester professionnel, malgré tout ce que je peux vivre par ailleurs, la fatigue que je peux ressentir, etc., etc. Donc contrôler ses émotions et aussi maîtriser celles des personnes avec lesquelles on se trouve. Parce qu'il y a ses émotions propres, mais il y a aussi les émotions de ses patients, de ses clients, etc. Le troisième facteur, c'est l'autonomie au travail. L'autonomie au travail qui renvoie toujours à Karasek et à ce qu'il a appelé la latitude décisionnelle. C'est très important. Quelle est la marge de manœuvre dont on dispose lorsque l'on fait son travail? Peut-on justement mettre à profit ses capacités créatrices? Peut-on initier des nouvelles, faire des propositions, initier des nouveaux projets, et sans parler de projets, simplement suite à une pratique d'une activité, apporter des suggestions. A-t-on cette latitude? Et souvent, justement, la souffrance au travail renvoie à cette impossibilité de proposer, à cette impossibilité justement de donner un petit peu de soi dans son travail, et de manière justement à le faire aussi un peu à sa manière, et aussi à la manière d'un groupe, pas simplement à sa manière proprement individuelle, mais à la manière d'un groupe qui a observé qu'il y avait peut-être des modifications à apporter et que ceux qui étaient dans le bureau d'études ne savaient pas forcément que travailler devant telle machine pouvait créer des douleurs auxquelles le concepteur n'avait pas forcément pensé. Donc ça, c'était le troisième facteur. Le quatrième facteur est appelé les rapports sociaux au travail. Les rapports sociaux au travail qui renvoient notamment à ce qu'on appelle le soutien social perçu. Est-on soutenu lorsque l'on est justement dans des difficultés? Y a-t-il un collectif de travail? Peut-on en parler? En parler, c'est une chose. Peut-on agir à plusieurs? Est-on soutenu donc dans ces souffrances que l'on peut éprouver? Et on se rend compte que justement c'est un facteur extrêmement important, mais aussi très souvent qui fait défaut, parce que la personne qui souffre se retrouve souvent seule. On le verra pour tout ce qui concerne les situations de harcèlement et de la situation des témoins, justement, sur lesquels je reviendrai. Mais bien souvent, justement, cette personne, lorsqu'elle est en souffrance, n'a pas ce support, ce soutien social, qui peuvent être d'ailleurs des collègues, mais qui peuvent être aussi des soutiens, amis, famille, etc. Cinquième facteur de risque, la souffrance éthique. Alors, on en a parlé plusieurs fois dans cette journée, la souffrance éthique, qui de plus en plus se fait jour par rapport à des situations d'inéquité, par rapport à des situations d'injustice organisationnelle, où on n'est pas traité de la même façon, où on n'a pas accès au même type d'informations, où finalement on se rend compte qu'il y a vraiment des iniquités entre les personnes, et donc ça peut créer beaucoup de souffrance. Ça peut aussi, et la situation est très fréquente, justement, on en a parlé dans une situation liée par exemple au fait de devoir vendre des produits à des personnes qui n'en ont pas besoin, et notamment à des personnes particulièrement vulnérables, des personnes âgées qui viennent là à la poste récupérer un petit peu d'argent et à qui le salarié doit vendre un produit dont il sait pertinemment que la personne âgée n'en aura pas besoin, mais que son chef lui impose de vendre. Voilà, donc les souffrances éthiques, on pourra en reparler, plein de choses à dire là-dessus. Et enfin, sixième et dernier facteur, je m'arrêterai là pour cette première phase, l'insécurité dans la situation de travail, l'insécurité qui renvoie notamment justement à ces troubles que l'on rencontre liés à la crise économique, qui fait qu'on n'est jamais sûr de garder aussi son emploi. Donc toute cette insécurité socio-économique et ce risque de changement non maîtrisé d'une tâche ou de conditions de travail. Voilà ce que je voulais un petit peu, dans un premier temps, vous présenter comme cadre, qui permet ensuite de s'acheminer plus dans les questions de certains risques et notamment du harcèlement.
Merci Christine. Donc nous allons redonner la parole à Manuela pour parler de traits plus caractéristiques des personnes HPI. Alors, juste pour reprendre aussi et rebondir sur ce que disait Christine, par rapport aux facteurs organisationnels, on se met dans l'idée toujours de cette image de balance avec, dans une situation de travail, on est confronté à des contraintes. Et donc, à l'intérieur du premier palier de la balance, il y a les contraintes de la situation. Et en face de ce panier-là, il y a, nous, les ressources qu'on peut y mettre pour pouvoir répondre aux contraintes. Et c'est tout le jeu du poids des contraintes face au poids des ressources que j'ai pour y faire face. Dans les ressources, il y a mes compétences, mais il y a aussi tout ce qui est ce que j'appelais tout à l'heure les mécanismes de défense, mais qui sont tout simplement des ressources d'ordre technique, organisationnel, qui sont humains, sociaux, etc., et qui peuvent venir contrebalancer, je dirais, les contraintes auxquelles je suis exposée dans le cadre des situations de travail. Puisque le vrai travail, c'est pas ce qu'on nous demande de faire, c'est tout ce que je vais devoir faire pour faire ce qu'on me demande. Vous avez suivi là? Oui. Ah, parfait. Alors, je ne suis pas capable de le faire, non. Donc, le vrai travail, c'est pas ce qu'on nous demande de faire, c'est tout ce que je vais devoir faire pour faire ce que l'on me demande. C'est-à-dire que le vrai travail, imaginez pareil un iceberg entre les objectifs qu'on me demande et toutes les contraintes que je vais retrouver sur le terrain. La machine photocopieuse qui ne marche pas comme il faut, et puis dès qu'il y a le monsieur de maintenance qui est parti, je lui donne un coup de pied dedans, parce qu'apparemment, il paraît que ça marche vachement bien quand tu donnes un petit coup de pied, hop, c'est reparti, etc. Tout ce qui ne s'écrit pas non plus sur les modes d'emploi, etc. Tout ce type de petites contraintes, d'astuces, le fait qu'il y a un tel qui va venir m'aider, oh puis non, j'ai une meilleure idée, ce soir je vais bosser à la maison, personne ne me verra, puis du coup, demain je vais attendre, je vais bosser en mode masqué, etc. Bref, toutes ces petites astuces qui vont me permettre de répondre à des situations de contraintes et qui, moi, quelque part, sont assimilées à des mécanismes de défense ou de l'ingéniosité, c'est ce qu'on appelle aussi de l'intelligence de la pratique, va me permettre de répondre à toutes ces contraintes-là. Et c'est ça, en fait, qui nous coûte. Tout ce que je vais chercher comme solution pour répondre à des situations de contraintes, eh ben c'est ça qui me fatigue le soir. C'est pas ce qu'on me demande de faire, parce que si on me demande bêtement de faire, d'ailleurs, les gens qui sont fatigués, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Dis-moi, tu me mets dans une usine, là, j'ai juste à faire des choses comme ça, là. Ce qu'on appelle les tâches, il ne faut pas que je fasse ça. Les tâches les plus simples, les plus répétitives, eh ben c'est soulageant. Et même encore, il y a des gens qui disent, ça ne me soulage pas assez, parce que du coup, maintenant que je maîtrise bien le geste, parce qu'au départ, ça demande un effort, mais une fois que tu le maîtrises, tu as le temps de cogiter. Et là, ça énerve à nouveau. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est ça qui nous fatigue, c'est cette ingéniosité, ces trouvailles que l'on fait. Alors, à la fois, c'est plus fort que nous, c'est peut-être une des caractéristiques encore plus du HPI, c'est le cerveau qui fonctionne plus vite, des fois qui aura envie qu'il fonctionne parce que c'est fatigant, mais du coup, c'est ça qui va nous fatiguer réellement le soir et pour lesquels, comme on disait ce matin, le docteur qui était là, je crois, c'est ça, qui avait besoin de temps de récupération. Donc ça, c'est aussi important de souligner cet aspect-là. Et donc toute la journée va se contrebalancer. Ah, je suis confrontée à telle contrainte, j'ai des ressources ou pas, hop, je fais ça. Et quand j'ai moins de ressources, c'est-à-dire que le poids des contraintes est plus lourd que les ressources que je pense avoir pour y faire face, c'est là que s'opère la notion de stress. Le stress, c'est juste le décalage entre ce que je perçois des contraintes auxquelles je suis confrontée et ce que je perçois des ressources que j'ai pour y faire face. Et ce simple décalage va générer mon mécanisme de vie, celui de l'adaptation, et je vais, dans le processus d'adaptation, chercher des stratégies, soit de défense pour me préserver de quelque chose qui risque de me mettre en difficulté et vraiment de me faire du mal, soit au sens psychique ou dans la durée aussi, ou au sens physique, soit je vais aller chercher de l'adaptation au titre ressources complémentaires, donc de l'aide ou un outil technique pour pouvoir enlever un copeau qui m'embête dans une machine, dans une pièce que j'ai travaillée, etc. Bref, je vais chercher différentes choses pour pouvoir répondre à ces contraintes-là. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment ce qui vient nous guider. Donc, dans tout ce que citait effectivement Christine, les marges de manœuvre que l'on peut chercher, ça fait partie de ces stratégies que l'on recherche pour faire face aux contraintes auxquelles on est confronté. Alors, on a essayé de réfléchir, ça va être facile comme exercice, parce que quand on n'a pas une approche, tu le dis bien toi, une approche personnologique. Voilà. Comme on n'a pas une approche de la personne en fait au travail, mais plus une approche organisationnelle, Anne-Véronique nous regarde et fait oui, mais par rapport au HPI. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a quand même essayé de travailler. Il ressort quand même que il y a des choses qui, parfois, dans la posture, dans la sphère
de vie du travail, une posture parfois en contradiction, un inconfort avec lequel on apprend à vivre. Autant, je dirais, dans la vie privée, probablement que le HPI peut davantage être lui-même à travers ce qu'il est, comme on disait tout à l'heure, autant dans le monde du travail, eh bien, on est davantage confronté à être soit caméléon, parce qu'il y a un poids de la norme, il y a des codes culturels, il y a des codes organisationnels qui font que plus ou moins on se sent rentré dans quelque chose, puis on se sent très à l'étroit. Mais, et puis il y a toujours un petit côté délinquant quand même qui va faire en sorte, à mon avis, chez les HPI, qui vont faire en sorte qu'ils vont quand même souligner à un moment donné leur singularité. Je ne peux pas croire qu'à un moment donné, vous arriviez à rentrer bien comme il faut dans le moule. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc il y a quand même peut-être cette contradiction qui est peut-être tout le temps présente et très très présente pour les HPI qui ont ce besoin de dire oui, mais moi ça me caractérise beaucoup, oui, mais je ne ferais pas ça comme ça. Ça se trouve, vous êtes tout le temps en questionnement, là où peut-être nous, si on n'est pas HPI, on se questionne peut-être là. Dans le besoin de reconnaissance au travail, il y a ce besoin d'être authentique avec soi-même. Alors ça rejoint ce que tu disais par rapport effectivement à la souffrance éthique, hein, d'être en phase avec ses valeurs. Et si en plus, pour soi-même et pour la valorisation de son propre travail, il s'agit d'être authentique, voire il y a une certaine forme d'orthodoxie, d'être en phase, au plus strict, hein, puisqu'on est quand même des gens carrés. Donc être en phase vraiment avec qui on est, nos valeurs et cette notion de justice qui est prépondérante et qui est si sensible. Donc si dans la reconnaissance du travail et on n'a pas le sentiment de pouvoir être reconnu, c'est d'autant plus déstabilisant. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y avait on est comme l'on est, NAIT, et puis on fait des choix. Donc on est finalement ce que l'on veut bien devenir, ce que l'on veut bien se donner à être, à travers des décisions que l'on fait. Et petit à petit, c'est aussi ce qui va nous amener tranquillement pas vite à faire des choix et à choisir un métier, choisir une orientation, choisir une activité extra-professionnelle, etc. Des choses qui vont définir, notamment pour le travail, le sens que je vais investir au travail. Et petit à petit, je vais donner du sens au travail à travers ce que moi je suis. Et quand j'arrive dans une entreprise, on me confronte à mon travail prescrit, c'est-à-dire ce qu'on va vous donner à faire, hein, voilà, ce que vous donnez à faire. Et là, c'est quoi? C'est qu'on vous donne le sens du travail. Sauf que moi, je suis une seule et même personne. Alors, on me demande de faire quelque chose, et moi, j'ai investi des choses dans le boulot, et là, on me demande de faire ça dans mon boulot. Et du coup, dans la reconnaissance au travail, il y a à la fois la reconnaissance du travail réalisé, parce qu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance s'il n'y a pas de travail fait. D'accord? Après, c'est une reconnaissance de connaissance, d'acquisition, si on veut, mais il faut que le travail soit fait pour qu'il y ait une reconnaissance. Et donc, dans cette notion-là, il y a à la fois de la reconnaissance du travail fait, et au-delà, il y a la reconnaissance de ce que moi j'investis dans le travail. Et si à un moment donné, on est en décalage entre ce que moi, le sens que je mets au travail, dans le travail, et le sens du travail, celui qu'on me demande de faire, si c'est un décalage, à un moment donné, je suis mal. Il y avait quelqu'un qui parlait à un moment donné d'une expérience où un monsieur était opérateur et puis coupait du cuir. Et le cuir, alors c'est quand même puis le cuir, c'est quand même quelque chose aussi costaud, c'est une matière noble. Puis bon, voilà, il y avait un savoir-faire. Et lui, il coupait le cuir, etc. Et puis il y avait une certaine façon, parce que si tu voulais faire tel type de chaussure, eh bien il fallait prendre tel endroit de la peau, etc. Parce que c'était plus épais, etc. Bref, il y avait de l'intelligence dans le matériau et dans la façon d'exploiter le matériau. Et quand ils sont passés à faire donc c'est un monsieur qui faisait ça. Et quand ils sont passés à faire des chaussures en plastique, rose en plus, vous imaginez, eh bien, c'était très curieux, mais le monsieur est tombé malade, et en plus pour faire des chaussures de pédale. C'était ses mots. C'est-à-dire que lui, il avait associé la matière de pédale parce que c'était des matières peu nobles pour lui, donc lui c'était une insulte, parce que lui il avait cette représentation-là d'un métier qui était même, c'était au sens psychanalytique. Je ne suis pas très psychanalyse, hein, mais là c'est intéressant quand même de nous emmener sur ce sujet-là, parce on l'emmenait sur un métier qui n'était plus viril. Pété, hein. Je suis prévenue. Nous aussi, on a une réputation à tenir. c'est pour ça qu'on emmène sur des chemins pas comme les autres. Mais
c'était un métier qui avait évolué, mais c'était plus en phase avec le sens que lui, il avait investi dans ce métier, qui était un métier noble, un métier d'homme, parce que c'était toujours tenu par les hommes, ce métier-là. Et là, faire des chaussures, d'abord le plastique est toujours pareil, identique, quel que soit le morceau de la pièce. Donc pour lui, il n'était plus un vrai homme. J'ai l'impression qu'il disait qu'il faisait des chaussures de pédale. Il allait chercher vachement loin. Hein. Alors oui, oh, voilà, c'est bien des affaires de psy, ça. Mais ça renvoie bien que c'est bien des affaires de psy, parce que s'il n'est pas eu un psy pour aller jusque-là, et là ça faisait sens pour lui, et à partir du moment où ça fait sens pour lui, ça allait un peu mieux. Donc c'est pour dire qu'on a quand même, il y a aussi cet aspect de ce que moi j'investis dans le travail et ce que cela représente dans tous mes schémas, dans toute ma posture, en tant que femme ou en tant qu'homme aussi, dans la société ou dans le milieu dans lequel j'évolue. Donc une posture parfois en contradiction entre faire son caméléon et être aussi authentique. À la fois, des fois, je suis authentique avec moi-même, c'est-à-dire que je suis en phase avec ce que j'investis dans mon travail, qui je suis, etc. Et puis je peux être HPI, même si personne ne le voit. Et puis d'autres moments, non, là, c'est pour pas me montrer, il faut que je fasse comme les autres, etc. Bon. Et on sent qu'il y a un effet un petit peu comme ça qui peut exister. L'aspect aussi le deuxième point, c'est l'intellectualisation importante. Autant ça peut être un besoin, semble-t-il, pour certains, pour la HPI, autant ça peut devenir aussi une forme d'hypervigilance vis-à-vis de ce qui pourrait sortir du lot de soi en plein groupe. C'est-à-dire que il y a comme une fourmilière de pensée, ou cette pensée divergente qui amène à concevoir ou à comprendre les choses différemment des autres, ou peut-être voir plus loin que les autres ne le voient. Et du coup, ça peut être très, très confrontant de se rendre compte en groupe qu'il n'y a que soi qui est comme ça. Le besoin de ne pas perdre le fil, la posture donc, du mouton de Panurge aussi, elle est impossible. Il faut comprendre et exister dans un monde et que ça fasse sens. Donc quand on parle du sens au travail, c'est souvent ça qui, à mon avis, est très interrogé par des HPI qui peuvent être en souffrance, autant que n'importe qui, qu'on soit HPI ou pas, mais peut-être d'autant plus, puisque la notion de sens, elle est déjà très envahissante dans l'environnement de l'HPI pour faire ci ou pour faire ça, au quotidien. Et puis donc cette fatigue, comme on disait, peut-être aussi à vouloir toujours être peut-être parfois dans la conformité, et puis parfois ne pas l'être, et bien ça demande aussi des efforts. Donc c'était aussi peut-être ce que l'on avait identifié comme étant des choses qui pouvaient ressortir, cette fatigue accrue. Par rapport à l'investissement émotionnel, qui pouvait être important aussi, notamment les objets de travail qui sont en lien avec une notion de justice, ou de rectitude des choses, ou de protection. Tous ces aspects-là, très très vite, peuvent venir aussi chercher les émotions, probablement, des professionnels qui sont très sensibles sur ce plan, au niveau des HPI. Alors, par rapport au pouvoir d'agir, on disait que c'est peut-être de rompre le charme de l'ignorance de ses capacités. Effectivement, le fait de savoir qu'on a des capacités, d'être HPI, peut-être que déjà, pour certains, ça peut lever le voile sur certaines incompréhensions de ce qui nous différencie des autres, de ce qui nous oppose aux autres, de ce qui fait qu'on n'arrive pas à fonctionner comme eux, on n'arrive pas à s'intégrer de la même façon. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire du pouce sur notre idée face à un groupe, alors que notre idée elle est tout aussi intéressante qu'une autre, mais comme il se réfère à ma posture qui est peut-être différente habituellement des autres, eh bien, on va peut-être moins m'écouter, parce que comme d'habitude, tu as toujours une idée qui n'est pas comme les autres, toi. Bon, c'est bon, hein. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi, donc rompre le charme de l'ignorance de ses capacités, parce que pour certains, des professionnels que j'ai pu rencontrer, moi je n'étais pas du tout sous l'angle de HPI ou pas HPI en fait, mais on se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, puis que c'était pas mignon cette affaire-là quand même. J'ai toujours été plus ou moins bizarre. C'est intéressant. Dans son analyse, probablement la naissance était ok, bizarre. Et puis vous, ça va se révéler sous différentes formes. Et en fait, en interrogeant certaines choses, eh bien, parfois, quelque temps, j'ai eu la surprise de revoir les gens, et ils m'ont dit, eh bien, tu sais, je me suis fait diagnostiquer, et puis finalement, ça change plein de choses dans ma vie. Et maintenant, je comprends mieux des choses. Donc, c'est peut-être aussi ça.
parfois, pour certains, ça peut être de lever le voile sur l'ignorance de ses capacités, qu'elles soient cognitives, intellectuelles, sociales, parce qu'il y a aussi l'intelligence de notre genre, hein. C'est pas que cognitif. Et puis travailler aussi à l'acceptation de cette différence au sens culturel du terme, c'est-à-dire que quand on a parlé ensemble, on s'est dit que les HPI, c'est une différence comme bien d'autres, comme le fait d'être homosexuel, comme le fait d'être noir, comme le fait d'être voilà, différent, petit, grand, gros, voilà. Et c'est une différence parmi d'autres. Peut-être que juste celle-là, elle est encore tue dans notre société et qu'elle ne fait pas assez de bruit, et en plus, comme elle est, elle est dans du sur quelque chose, eh bien, ça fait toujours mauvais genre de parler quelque chose qui est sur quelque chose, c'est comme si tu te la ramenais un peu plus que les autres, quoi, hein, comme une confiture. Et puis il y a aussi reconnaître sa capacité d'adaptation et de résilience assez remarquable, parce que autant, comme on disait ce matin, autant on peut chuter d'une énorme falaise, autant on peut remonter aussi très très haut et rebondir. Et du coup, sous les pieds, c'est aussi des ressorts qui peuvent exister sous les pieds des HPI probablement, puisqu'ils ont assez d'ingéniosité et d'intelligence pour, du fait de leur pensée dans tous les sens, associer des connexions qui sont d'ordinaire connectées, voilà, et nous trouver des choses inimaginables et rebondir, ne serait-ce que pour eux-mêmes, en notant que le travail sur soi, sur les valeurs, sur ce qui est important pour soi, était des faits au préalable, et ça prend du temps. Mais il faut aussi accepter de tomber. Moi, c'est ce que je dis des fois, mais je dis, allez jusqu'au bout, quoi, et ça changera quoi? De toute façon, on y est. Ah non, mais quand c'est négatif, quoi. Je veux dire, pour chercher le positif, hein, moi, voilà, c'est négatif, on y est. Bon, c'est pénible, oui, c'est pas agréable. Bon. Et si on allait plus loin? Ah non, on va plus loin. Et mettez-nous en situation. Et si on allait plus loin, et parfois, c'est autant de... C'est ce que je dis, c'est que si vous êtes pas au fond de la piscine, vous ne pourrez pas appuyer pour remonter. Alors c'est possible qu'on redescende, mais si on descend, c'est qu'il y a aussi, nous, ça nous trouver la raison pour laquelle ça va descendre encore plus. Si ça descend encore plus, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas trouvé, sur peut-être une valeur qui nous tient à cœur, etc., et qu'il faut qu'on trouve. Mais c'est autant de possibilités de rebondir derrière. Il faut que je me taise, hein. Donc tenter d'identifier peut-être les situations qui peuvent nous mettre en difficulté en lien avec sa différence HPI. Ça peut être intéressant. Faire toutes les situations où on aura rencontré des difficultés, et puis s'amuser à chercher des points communs ou des différences. Dans plusieurs critères, hein, les critères de qui était présent, il s'était passé quoi avant, dans quelle disposition émotionnelle j'étais au moment de la situation, etc. Chercher à découvrir, reconnaître les mécanismes de défense aussi qui sont efficaces pour se protéger, en sachant que l'évitement, ce sera un mécanisme de défense qui est utile, mais ça n'est pas nécessairement une voie pérenne. Hein. Ça sert, ça a son utilité, l'évitement, mais il y a des choses que l'on ne peut pas éviter toute sa vie. Donc il y a des choses que l'on devra rééduquer et faire preuve de pédagogie vis-à-vis de soi-même pour pouvoir reprendre contact avec ce qui nous fait tant réagir émotionnellement. Et en cela, les démarches cognitivo-comportementales, ça aide bien aussi à connecter l'émotion au comportement. Et puis, cerner ce qui est utile de partager des choses de soi, de notre fonctionnement, de nos capacités avec autrui. Et là, je vais juste livrer une chose que je notais par rapport à ma petite fille, quand elle a été diagnostiquée il y a quelques années de ça, la psychologue m'a dit quelque chose qui m'a foncièrement aidée, parce que moi, je suis psychologue organisationnelle pour clinique, donc je ne connais rien. Et, enfin, moi. Et en fait, elle a dit à Mireille, il faut que tu saches qu'il y a des personnes avec qui tu pourras en parler, il faudra que tu le fasses pour être comprise. Et il y a des fois, tu ne devras pas le partager pour te protéger. Et c'est aussi à toi de faire preuve de prudence pour savoir quand est-ce que cela t'est utile et à quelle fin, et quand est-ce que tu es mieux de rester discrète sur le sujet. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté, je fais discrète ou pas discrète? Et chaque fois, elle pèse le pour, le contre, etc. Mais voilà, et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça montre bien que c'est une différence parmi d'autres. Là, vous me direz, quand on a des différences qui sont visibles, hein, comme le couleur de peau, c'est pas simple de faire discret, pas discret. Hein, ça, bon. Mais il y en a qui sont discrètes et pas discrètes parce que les homosexuels, en l'occurrence, ils sont dans une différence qui est têtue depuis très très longtemps. Et c'est pareil, eux aussi, ils ont fait certains, et certains sont toujours dans cette discrétion parce que dans certains milieux, c'est comme pareil, dans d'autres, ça va passer. Mais c'est pareil.
Merci Manuela. Je pense que tout ce que tu as regroupé sous le titre Le pouvoir d'agir pourrait faire l'objet d'un livre. Et je ferai appel à la personne qui a parlé ce matin d'écrire un livre sur les surdoués heureux au travail, pourrait effectivement faire un chapitre sur comment faire. C'est pas seulement s'adapter, parce que uniquement s'adapter, c'est aussi un peu s'écraser, mais s'adapter tout en continuant à s'épanouir. Là, nous allons repasser la parole à Christine pour parler de quand l'organisation dysfonctionne et quand arrive le harcèlement moral. Ok. Alors, ce que je dirais d'abord pour commencer, c'est que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont les deux seuls risques psychosociaux qui sont encadrés par la loi. Donc, je vais vous rappeler tout simplement la définition telle que la loi de 2002 a défini le harcèlement. C'est la suivante, donc aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Loi de 2002. Suite notamment à l'ouvrage de Irigoyen qui était paru, de Marie-France Irigoyen qui était paru en 1998 et qui avait permis en effet à ce moment-là de pouvoir nommer une situation que beaucoup de salariés vivaient au travail sans pouvoir la nommer. Donc voilà, c'était, tiens finalement, est-ce que je ne serais pas harcelée ? De très nombreuses études ont eu lieu par la suite. Et je vais essayer, là encore, de partir d'une synthèse des études pour montrer un petit peu ce qu'elles mettent en évidence, et aussi d'arriver justement au lien potentiel avec la situation des HPI. Alors, les études, en fait... Alors oui, je reviens d'abord à justement ces grands deux modes d'approche. L'approche personnologique du harcèlement moral, qui, justement, au départ, notamment, du fait aussi de Marie-France Irigoyen, s'axait sur des caractéristiques propres au harceleur et à la victime. Le fameux pervers narcissique qui était le méchant harceleur, il y en a, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi des situations, et là c'est donc la seconde approche, l'approche situationniste, l'approche de la situation de travail dans un contexte organisationnel, où finalement le harcèlement peut tout à fait se mettre en place et peut toucher n'importe qui. C'est important de le souligner, parce que, comme je reviendrai par la suite aux caractéristiques des victimes et des harceleurs, on pourrait penser qu'en effet, il y a peut-être des personnes qui sont prédisposées à. Les études montrent aussi des résultats qui se contredisent sur justement ces fameuses prédispositions. Donc partant de là, en effet, la question de combiner les différents niveaux intra-individuels, ce que l'on est, inter-individuels, comment on réagit avec les autres, et notamment avec la personne qui nous fait du mal, organisationnel, collectif organisationnel, comment se comportent les collègues, comment se comportent les témoins. Dénoncent-ils, participent-ils à la dénonciation de la situation, ou au contraire se taisent-ils par peur de représailles et de se retrouver eux-mêmes dans la même situation? Et puis plus largement sociétal aussi, puisque, comme on l'a souvent dit, il y a aussi des challenges économiques tels que les situations de travail vont souvent être des situations de très grande compétition, des situations de travail où finalement l'évaluation va essentiellement être individuelle au détriment du groupe et va aussi participer justement de la destruction des collectifs de travail. On est évalué personnellement et finalement j'ai peut-être intérêt de faire mieux que mon camarade et tant pis pour lui et tant mieux pour moi, bref, et ça crée aussi beaucoup de souffrance parce qu'on va le faire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire.
Voilà, donc les enquêtes, qu'est-ce qu'elles disent justement sur ces caractéristiques? Alors, concernant les aspects, disons, les caractéristiques plus techniques, entre guillemets, des victimes, on va se rendre compte que, mais je le répète, ça se contredit. Mais on a pu observer que ça touchait des gens qui occupaient des postes subalternes, que ça touchait des femmes. Alors, là encore, ça dépend du type d'outil que l'on a utilisé pour justement parler de harcèlement. Il y a ce qu'on appelle des enquêtes directes et des enquêtes indirectes. Des enquêtes directes, donc, qui sont basées sur un nombre de fois, etc., que la personne va dire, on va demander à la personne d'exprimer le nombre de fois qu'elle a subi un certain nombre d'agissements. Et notamment, il y a par exemple un outil qui est un outil proposé par Lehmann, Hans Lehmann, qui a proposé comme ça 45 types d'agissements qui permettent justement de se rendre compte si on est victime d'une situation de harcèlement ou pas. Et puis, il y a des méthodes plus indirectes. Et suivant justement les méthodes directes ou indirectes, on n'arrive pas forcément au même résultat. Et donc, les enquêtes directes montrent que c'est 70% des femmes qui sont plus amenées à être harcelées, alors que d'autres types d'enquêtes montrent que c'est 50-50. Donc on voit bien là que malgré un travail scientifique sérieux sur des grands échantillons et dans des comparaisons internationales, on arrive à des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. De la même façon, on parlait donc de postes subalternes dans la mesure où, en effet, ça offre moins de facilité d'expression, moins de facilité à se déclarer victime. Et puis, on disait aussi que l'âge moyen était autour de 45-50 ans. Donc, une femme, 40-50 ans dans un poste subalterne, ça a été souvent un peu le profil type. On en revient. On se rend compte que notamment dans des situations de jeunes qui arrivent au travail, on observe, et j'ai pu l'observer en tant que responsable pédagogique d'un master de psychologie pendant quelques années, j'ai justement été amenée à rencontrer le cas d'une jeune étudiante qui était en stage, un stage qui avait duré plusieurs mois, et qui était véritablement dans une situation de harcèlement moral. Je pourrais vous décrire un petit peu la situation, sachant que cette situation permettait vraiment de montrer à quel point c'était pas tant la personnalité de cette jeune étudiante qui arrivait fraîche dans un milieu du travail qu'elle découvrait, dont on lui avait dit que c'était un milieu rude, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si rude que ça, et elle se disait que peut-être elle n'était pas à sa place, et que peut-être justement elle ne répondait pas au code attendu. On pourrait parler des caractéristiques de la personne, une femme, qui a été vraiment complètement détruite. L'étudiante va mieux, depuis on a fait tout un travail, justement, de grille de lecture aussi par rapport à cette situation. La personne en question, en effet, avait besoin de reconnaissance, en effet, aimait bien l'autorité, en effet, mettait en place des situations d'injonction paradoxale, qui mettait la jeune étudiante dans des situations où elle ne savait plus quoi faire, puisque quoi qu'elle fasse, elle était dans l'erreur. Mais il y avait aussi le manager qui était là, qui voyait, qui ne disait rien. Qui était témoin de situations de grande violence verbale, parfois de menaces physiques, qui faisait comme s'il n'avait pas vu, parce que lui, justement, il n'aimait pas les conflits, puis il aimait bien comme ça se mettre un petit peu en dehors, laisser les femmes régler leurs problèmes entre elles, après tout. Et puis il y avait les autres, c'était une petite structure, il y avait beaucoup d'intérimaires en plus, enfin de stagiaires, pardon, pas d'intérimaires, c'était une structure d'intérim au sein de laquelle une structure qui finalement tournait grâce à des étudiants qui étaient en stage, donc dans des situations de grande précarité. Eux, ils avaient envie de valider leur stage, ils restaient là un mois, et puis après ils s'en allaient, et ma foi, même s'ils voyaient des choses qui étaient un petit peu non éthiques, ce qui primait était la validation de leur stage. Il se trouve que cette étudiante, elle, est restée plus de 6 mois, et donc a vu passer les étudiants stagiaires autour d'elle, et s'entendait bien avec eux, etc. Je ne vais pas rentrer dans le profond de la situation, il y aurait plein de choses à dire, mais tout cela pour dire que c'était véritablement une situation qui permettait, qui autorisait, qui était le terreau
hein, du harcèlement. Donc, pour faire le lien avec potentiellement avec les situations de HPI, ce que l'on peut souligner, c'est que néanmoins, on peut observer que souvent, la personne qui se trouve être victime de harcèlement est différente, comme le disait Manuela. Elle est différente. Elle est différente sur justement plusieurs critères. Ça peut être une personne très laide ou très belle. Ça peut être une personne très investie au travail, beaucoup plus que ses collègues par exemple. Ça peut être après des différences raciales, ça peut être une différence qui fait qu'elle se démarque de ses autres collègues, et souvent d'ailleurs en dénonçant, en montrant les grains de sable qui viennent justement empêcher que la machine bien huilée, qui met en place des situations pas du tout éthiques, hein, et bien continue de tourner avec des collègues complaisants, etc. Ça peut être la personne qui va dire attention. On a vu tout à l'heure, hein, notamment le fait de pouvoir congédier, licencier un manager non éthique, hein, et en même temps le fait de pouvoir se retrouver dans une situation de grande souffrance après coup. Bref, la différence est importante. La question de... On parlait de perfectionnisme ce matin, oui c'est vrai, c'est une grande conscience professionnelle, et puis avec l'énergie que l'on peut déployer, le plaisir que l'on peut avoir aussi, et finalement le challenge, le fait de ne pas du tout être gêné par ce que d'aucuns pourraient rencontrer comme étant des difficultés, les HPI, et puis peut-être d'autres aussi, pas diagnostiqués HPI, vont au contraire s'investir parce qu'ils ont plein d'énergie, plein d'idées, plein d'enthousiasme, etc. Mais voilà, c'est peut-être aussi ce qui va le faire se démarquer des autres qui seront peut-être moins investis, etc. Donc cette question de la différence est vraiment tout à fait importante. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pour faire un petit commentaire, je pense que tu disais sur la conscience professionnelle, toujours un grain à rajouter. La conscience professionnelle, les médecins du travail avec lesquels je travaille régulièrement, donc ils sont plusieurs dans différentes entreprises, et en fait on a un constat, hein, c'est que les feignants ne souffrent pas. Alors par contre il y a des gens qui sont devenus feignants, et ceux-là ont souffert. Mais si le coût psychologique est moindre en étant feignant qu'en étant consciencieux, ça vaut le coup de dégrader son image. Au fond, hein. Moi ça m'a pris du temps, mais à force de rencontrer les gens, c'est là on se rend compte que oui, pour l'instant tu peux dégrader ton image, puis à un moment donné ça va peut-être plus te convenir, alors là on parlera peut-être plus d'orientation, etc. Mais c'est intéressant de se rendre compte que la feignantise, alors d'une part, il faut être super intelligent quand même pour être feignant, parce qu'il faut y penser à 2 fois pour que ça nous coûte moins d'énergie. Donc vous voyez, on peut se tordre le pied aussi pas mal, hein, on peut jouer avec ça. Hein. Mais ça renvoie quand même cette idée-là que la conscience professionnelle, c'est quand même à son limite. Oui, on souffre, certains souffrent, et c'est parce qu'ils veulent bien faire quand même. Donc on ne va pas se flageller 2 fois. Donc c'est aussi important de souligner aux personnes qui sont en souffrance, c'est que oui, mais tu souffres peut-être parce que tu te défends vis-à-vis de quelque chose, et il y a quelque chose que tu défends, c'est ton travail. Tu as à cœur ton travail. Et pourquoi tu irais rougir de ça et culpabiliser de cela? Et ça se valorise. C'est important de se le récupérer et dire voilà, c'est parce que j'avais une intention vis-à-vis de mon savoir-faire, vis-à-vis de mon savoir agir, de mon savoir interagir avec les autres, qu'effectivement ça m'a mis en souffrance parce que j'ai ça à cœur. Je pense que nous allons pouvoir passer aux questions de la salle. Je ne sais pas si on a déjà un micro, mais avant de commencer, je voudrais vous demander, quand vous posez une question, de s'il vous plaît vous lever. C'est beaucoup plus agréable pour les intervenants qui vous répondent. Et je vais poser moi-même la première question à Christine. La loi punit jusqu'à 1 an d'emprisonnement, je crois, pour harcèlement moral. Moi, je sais que quand je me suis retrouvée dans une situation de maltraitance et de harcèlement, j'ai eu une lourde peine qui a été que je ne suis pratiquement pas sortie de chez moi, sauf pour aller travailler, pendant 1 an. Et j'estime que j'ai perdu 1 an de ma vie. Mon harceleur, lui, rien.
est-ce que des personnes ont déjà été effectivement condamnées à des peines de prison pour harcèlement moral? Alors, j'ai été regarder un petit peu, parce que je vais répondre très, très honnêtement. Il est vrai que moi je m'intéresse plutôt... Enfin voilà. Quand je parle justement de la situation de cette étudiante qui s'est retrouvée dans cette situation de harcèlement présumé, on va dire, puisque tant qu'il n'y a pas de condamnation, on ne peut parler que de harcèlement présumé. La question était de savoir si elle avait la capacité d'engager une action pour dénoncer cette situation. Vous l'aurez compris, étudiante, en cours de diplomation, avec une structure qui ne tournait qu'avec des stagiaires, elle n'a pas eu envie. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, ça se comprend. Par contre, je le disais tout à l'heure, mon travail a été fait avec elle, etc. Bref, donc, pour répondre à la question, oui, il y a des condamnations, j'ai regardé notamment, j'en ai pas eu moi connaissance directement, donc j'ai été chercher un peu, j'ai interrogé mon ami Google, j'ai interrogé autour de moi. Ce que l'on m'a souvent dit des condamnations, c'est que, eh bien, de plus en plus souvent, les avocats hésitent à aller défendre des situations de harcèlement, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile à prouver. Et c'est une très grande difficulté. En même temps, le problème de cette loi, si je puis dire, c'est qu'elle renvoie justement à une approche personnologique, puisque finalement, il s'agit de mettre face à face une victime et un harceleur, mais quid de l'organisation, quid des témoins, quid de cette situation de travail que j'évoquais. Et lorsqu'il s'agit d'aller finalement au prud'homme ou au tribunal, il s'agit de dire, voilà, j'accuse cette personne de m'avoir harcelé. Certes, cette personne est tout à fait condamnable, hein, mais comment dire, quid de tous ceux qui l'ont laissé faire, voire même qui l'ont encouragé, parce qu'eux-mêmes ont pu tirer parti de la situation. Et on le voit très souvent. C'est-à-dire que finalement, pour gagner une promotion, finalement, c'est des renvois d'ascenseur, hein, on sait qu'il y a des conduites non éthiques, mais que peut-être, finalement, on va pouvoir soi-même, en se voilant la face hein, sur ces conduites, peut-être tirer parti aussi, et très souvent, on voit que, justement, l'entourage tire parti. Donc pour répondre à la question quand même, je ne vais pas esquiver comme ça longtemps, oui, il y a eu des condamnations, j'ai notamment trouvé une première affaire d'une salariée engagée en 96, qui travaillait dans l'équipe de nuit d'une société en tant qu'opératrice de saisie, et qui a déposé donc une plainte le 17 janvier 2007 contre son supérieur hiérarchique. Donc vous voyez déjà depuis de 1996 jusqu'à 2007, ça veut dire que ça faisait déjà pas mal de temps qu'elle souffrait de harcèlement de la part de son chef, qui finalement, alors qu'elle travaillait de nuit, lui demandait régulièrement de venir dans la journée hein, pour des rendez-vous professionnels, alors même que ce n'était pas du tout dans ses horaires de travail. Hormis le fait qu'il appelait ma chérie, et puis etc. D'ailleurs, il y avait ce que disent, pardon, un détail, voilà, ma chérie, etc. Des situations qu'elle ne supportait pas. La Cour d'appel de Caen, par un arrêt du 23 mai 2012, a confirmé le jugement sur la peine prononcée, sur les intérêts civils, etc. Donc, il a été condamné, alors qu'est-ce que j'avais noté, l'a condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis et payer une indemnité au profit de la plaignante qui s'était constituée partie civile, etc., pour demander réparation de ses préjudices. Son montant donc n'est pas précisé, mais généralement l'indemnité versée est de quelques milliers d'euros. Donc, eu égard à la souffrance et à ce que tu évoquais, Anne-Véronique, dans une situation d'un an d'arrêt de travail pour état d'incapacité dû au travail et dû à la souffrance infligée, en effet, quelques milliers d'euros, c'est pas grand-chose.
Il y a d'autres situations. Il y a d'autres situations, bon, je ne vais pas vous narrer dans le détail. Oui, pour répondre à ta question, oui, il y a eu des peines prononcées. Oui, il y a eu donc de l'argent versé. Voilà. Mais c'est compliqué. Il incombe quand même à l'employeur aujourd'hui davantage de démontrer, à charge pour lui de démontrer qu'il n'y a pas eu harcèlement. Donc aujourd'hui, la loi est plutôt favorable à la posture des salariés. Juste une précision, prescription des faits. Combien de temps a-t-on pour porter plainte? 3 ans, je crois. Alors attendez, c'est différent aussi vite du prud'homme. Tout ce qui est relation de travail, le contrat de travail, c'est 30 ans, je crois. Après, pour récupération de salaire ou autre, c'est peut-être 5 ans. 3 ans, minimum. Alors, C'est réduit à 3 ans maintenant. Mais je voulais savoir le délai, parce que quand on est dans un état pitoyable, c'est quand même très difficile de pouvoir contre-attaquer et d'envisager de repartir dans les souffrances que vous évoquiez ce matin, Manuela. Donc je voulais savoir quel était le délai de prescription. C'est 30 ans? Vis-à-vis du contrat de travail, c'est 30 ans. alors, je tenais quand même à préciser que si j'ai posé cette question, une précision, je n'ai pas eu 1 an d'arrêt de travail, j'ai été mal pendant 1 an. Moi, je n'ai pas porté plainte, mais je pensais simplement que les peines de prison, si elles étaient prononcées, pouvaient être dissuasives. Dissuasives, faire prendre conscience à des personnes que ce qu'ils font, c'est mal, tu peux aller en prison pour ça. Moi, personnellement, je ne souhaite la prison à personne. Par rapport aussi à cette notion de souffrance au travail et par rapport au laisser-faire des professionnels qui sont mal pris, je veux dire, avoir un collègue souffrir et ne pas pouvoir véritablement agir sans s'exposer aux mêmes risques, etc. C'est une forme de violence indirecte, enfin non, c'est une violence directe vis-à-vis de la personne qui souffre, mais elle est passive, c'est-à-dire qu'elle est dans le rien faire. Il y a beaucoup de violences qu'il faut comme ça distinguer, parce que la personne qui est en situation de souffrance le vit comme une violence quelque part. Ça fait réagir que des collègues ne bougent pas, mais il y a toujours une force en soi qui dit mais je ne peux pas leur en vouloir, je les comprends même. Donc de la même façon qu'une personne qui est en souffrance parfois peut se mettre à comprendre aussi la personne qui la malmène. Donc cette notion de violence est jamais très simple au fond de soi à intégrer et c'est ça aussi qui fait souffrir. C'est pas si simple. C'est plus simple d'en vouloir carrément à quelqu'un ou quelques-uns, mais des fois on leur en veut un peu mais pas complètement. Deux petites questions. La première pour Christine Geoffriand. C'est pour qu'on se voit mieux entre nous. Voilà, c'est ça. Donc la première question pour Christine Geoffriand, vous avez évoqué le harcèlement sous l'angle de la situation et non de l'individu. En ce sens, si je comprends bien, sous l'angle de la situation, le harceleur peut devenir harcelé réciproquement. Et parfois même quasiment de façon instantanée, c'est-à-dire que si on prend un schéma classique, le supérieur harceleur harcèle son subordonné qui en fait de même avec son subordonné. Donc si je comprends bien, en fait, on ne peut pas, comme ça se dit précédemment, dire qu'il y a d'un côté le pervers qui avait des prédispositions et de l'autre, le pauvre salarié qui malheureusement subit les manipulations de son collègue. La deuxième question, pour Manuela Cadot, vous avez évoqué les mécanismes de défense qu'on peut mettre en place. Est-ce que vous pouvez illustrer ? La première question, donc harceleur, harcelé, c'est pas. Enfin, le fait d'avoir une approche situationniste ne veut pas forcément dire que bien sûr qu'un harceleur peut devenir harcelé, mais en même temps, il y a quand même bien une situation de harceleur, de harcelé, mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les témoins qui sont à côté, ce sont les facteurs organisationnels et aussi les facteurs culturels et sociétaux. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que dans l'éclairage de la situation, il est tout à fait primordial de prendre en compte ces différents facteurs. Et c'est justement dans un
dans un souci de prévention, c'est peut-être cela qu'il faudrait présenter à des managers, à des salariés, aux syndicats, au CHSCT, etc. Parce qu'il y a une grande ignorance sur cette situation. À savoir que bien souvent, l'approche personnologique prédomine et bien souvent, on va dire oui, mais cette personne, c'est pas étonnant, elle est quand même un peu vulnérable. Et puis en plus, elle vient de divorcer. Et puis en plus, oui, ces derniers temps, elle était un peu pas très compétente à son travail. Et puis quant au harceleur, on va pouvoir aussi renvoyer ses capacités managériales à des injonctions organisationnelles qui font qu'il y a la pression, il y a le chiffre, etc. Bon, bref, c'est ça que je veux dire. Je voulais souligner aussi, donc action de formation, ça c'est très important. Moi je me rappelle, il y a eu une situation comme ça, là où je travaille, d'un harcèlement présumé. Et j'ai été frappée, il y avait des échanges comme ça sur une liste syndicale entre les différentes personnes de cette liste. Et j'étais tout à fait frappée de voir à quel point cette approche personnologique était vraiment prépondérante. C'est-à-dire qu'à chaque fois on renvoyait la faute à la victime ou au harceleur, jamais à l'organisation, jamais au service. Alors même que dans ce service-là, les personnes avaient tourné, la situation s'était répétée. Donc il y a bien un malaise, il y a bien une récurrence. Hein. Et finalement, c'est cette situation qu'il y a à interroger. Et si action de formation il doit y avoir, c'est vraiment sur présenter, et il y a plein d'études qui montrent, il y a plein, moi je vous présente notamment une analyse de cas, l'analyse de cas de cette étudiante que je ne peux pas présenter ici, mais qui est très pédagogique en ce sens où elle permet vraiment de voir cette combinaison entre les différents niveaux que j'évoquais tout à l'heure, intra, inter, individuel, organisationnel. Ça permet vraiment de voir qu'on est vraiment dans un processus où chaque facteur vient se combiner parfaitement à l'autre. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point par rapport à votre question, c'était aussi de dire que oui, il y a du harcèlement descendant, il y a aussi du harcèlement ascendant. On a vu comme ça des équipes se liguer contre leur manager et faire en sorte que le manager s'en aille. Et avoir un manager dans une très grande souffrance parce que c'était quelqu'un qui venait apporter un petit peu du mouvement, du changement, alors que l'équipe était bien installée, bien routinière depuis de nombreuses années et n'a pas du tout apprécié cette nouvelle personne qui venait un peu dépoussiérer les pratiques mises en place. Et l'équipe a véritablement fait du harcèlement ascendant cette fois-ci. Et il peut y avoir aussi du harcèlement, horizontal, voilà, je n'ai plus le terme en tête, horizontal entre collègues. Et là, on peut tout à fait adopter la grille de lecture de ce que Girard présentait comme étant la nécessité d'un bouc émissaire au sein d'un groupe, par exemple. Et le bouc émissaire a une belle fonction dans un groupe où finalement toute la violence va ressortir, va être focalisée sur cette personne-là au lieu de se concrétiser par rapport au problème. Donc voilà, des types de harcèlement, il y en a vraiment de différentes sortes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc le harcèlement vertical dans un sens ou dans l'autre, et puis après réciproquement, parce que c'est une mécanique qui marche bien entre les deux, c'est le bullying, avec la notion de petit tyran en anglais, parce qu'en anglais il y a deux termes pour le harcèlement, bullying, et celui qui est horizontal avec souvent l'ostracisation, l'ostracisme en fait, la mise à l'écart de quelqu'un, cette façon de le rabaisser mais en le mettant à l'écart avec effectivement cette image du bouc émissaire, c'est le mobbing. Donc c'est vrai qu'en anglais on fait vraiment cette distinction-là, qu'en France on ne parle que de harcèlement et c'est dommage parce que dans la loi effectivement on ne parle que de l'un d'entre eux. Alors pour répondre à votre question, les mécanismes de défense, alors des illustrations de cela sur le plan social, le mécanisme de défense. Donc je suis toujours dans l'idée où je suis confrontée à une situation de travail où j'ai des contraintes qui me mettent dans quelque chose qui est plus que de l'inconfort, mais vraiment une situation de souffrance parce que c'est peut-être des contraintes qui sont récurrentes. Exemple, y compris des fois dans les industries aéronautiques, il y a des choses qui sont simples, un outil de travail, une perceuse. Et les opérateurs qui encore sur des lignes, on leur demande beaucoup de rendement, n'ont pas de perceuse. Alors qu'est-ce qu'ils font entre eux? Ils se les piquent. Mais on se pardonne parce qu'on est tous dans la même situation de haine avec un faux suspension derrière. Et du coup, on s'en veut pas pour autant, mais on sait que ça va être encore un jeu pour s'en récupérer. Ou même il y a du vol d'agrafes. Vous voyez?
Donc ça, on est vraiment dans un mécanisme de défense, parce que là, il faut que je fasse mon travail quand même. Donc et bien là, je vais faire preuve d'ingéniosité pour être le premier à piquer les agrafes des autres. Donc des fois, j'arrive un petit peu avant pour pouvoir récupérer des agrafes qui restaient de l'équipe précédente si jamais ils vont les ranger ailleurs. Vous voyez, donc des fois, il y a des mécanismes comme ça qui font que pour répondre à une contrainte qui est simplement liée au travail, et non pas aux gens, hein, parce que si on leur donnait suffisamment d'agrafes et suffisamment de personnes, ils ne sont pas en train de courir à droite à gauche pour aller en chercher, ils sont pas suffisamment idiots pour perdre leur temps. Hein. Donc ça fait partie des stratégies pour pouvoir quand même faire son travail. Il y a aussi, donc, au niveau social, ça fait du soutien social, c'est-à-dire que quand on est dans une situation qui est vraiment très éprouvante et sur laquelle on se rend compte qu'on ne peut rien faire, pareil, lorsque des fois on dit, vous savez, cette année on va encore diminuer les effectifs et puis on va encore demander de faire plus. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je dis non, je ne peux rien faire en tant que psy, que les gens disent, à part endurer plus, se parler plus, serrer les coudes, je vois pas comment. Et je dis, j'ai même pas besoin de leur dire parce que l'être humain est bien fait à ce point que c'est ça qui va se passer. C'est que s'ils ont déjà un bon esprit d'équipe, ils vont se souder davantage au titre du mécanisme de défense pour faire face avec l'image qu'on est tous dans la même galère et qu'il faut tous travailler dans le même sens. Donc ça, c'est un mécanisme de défense d'ordre social. Le mécanisme de défense organisationnelle, ça peut être l'évitement. C'est-à-dire, je vais éviter de faire quelque chose. Ou je vais peut-être des fois éviter quelqu'un. Avec l'effet possible de produire une violence directe, active vis-à-vis de quelqu'un, passive vis-à-vis de quelqu'un, parce que quand j'évite quelqu'un et qu'il s'en rend compte, c'est violent vis-à-vis de lui. Et c'est jamais neutre. Hein. Des fois, ça défend les uns, mais du coup, c'est violent pour les autres. Enfin, c'est pour ça que nous, quand on se retrouve, c'est « oui, mais lui m'a fait ça, oui, mais moi, j'ai vécu ça ». Oui. Alors là, les coupables, on s'en fiche. Qui de l'œuf ou de la poule, on s'en fiche. On va travailler davantage sur les effets produits et sur quels sont les effets sur lesquels, que l'on ne souhaite plus. Hein. Et du coup, de quoi on peut davantage se préserver. Le travail en mode masqué, c'est aussi un mécanisme de défense organisationnelle parce que l'organisation ne verra pas que je ne suis pas à même de produire ce que j'ai à faire dans le temps imparti. Et que quand les gens disent mais on n'a pas le temps de me faire ce boulot, je dis comment voulez-vous vous reprocher à votre employeur de ne pas me donner les moyens, et en même temps s'il ne voit pas les moyens que vous faites en mode caché, comment il peut s'en rendre compte? Je dis je suis désolée de vous le dire, je vous incite à être non pas délinquant, mais à rendre visible votre délinquance consciencieuse, à venir bosser chez vous, parce que c'est ça qui va rendre compte qu'on ne peut pas faire autrement. On squeezait les étapes. Il y en a qui, du coup, les qualiticiens souvent disent, ils s'en mettent en contrôle que toutes les étapes aient été faites dans les processus du travail. Et puis parfois, du fait du temps, au lieu de privilégier le bien faire, on va privilégier le vite fait, parce que là, la priorité, elle est là, et puis le client, dans la fait, n'est pas content, et puis là, on est encore sur, c'est le plus gros donneur d'ordre que l'on ait, si jamais il est encore en retard, on va se faire taper sur les doigts, ça va nous revenir dessus, on est aussi bien, on squeeze, on sait qu'on prend un minimum de risque sur cette étape-là, on la chante. Ça peut être aussi des choses. Un mécanisme de défense individuelle, le déni. Le déni est un très bon mécanisme de défense parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, très souvent, le déni, en parlant avec des médecins du travail, on observait que c'est souvent un mécanisme de défense très très fort dans les cadres hautement placés. Mais à un point où même l'évidence, quand il voit des bilans négatifs, etc., un DG était quand même capable de dire mais non, ça va, on est quand même capable de... Voilà, jusqu'au jour où il s'effondre, et oui, finalement, je crois que oui, on est au bout du bout là. Oui, je pense. Mais c'est parce que la force de conviction qu'on pouvait tenir, et c'était sincère, elle était tellement forte qu'on arrivait à s'en convaincre. Non pas qu'il était devenu fou, mais il avait juste nié l'existence d'un aspect qui était négatif, etc. Donc ça, c'est une force aussi importante. Parfois, il est bon, compris dans le mécanisme de défense, et c'est là, c'est assez subtil et tout aussi passionnant, de se rendre compte que le déni d'une peur ou d'une violence ou d'une souffrance dans le travail peut aider à tenir, peut aider à tenir le poste. Je m'explique, quelqu'un qui, dans le bâtiment, va monter et va se mettre en situation de risque de chute de hauteur, il y avait du travail qui a été fait, des présenteurs s'étaient intéressés à leur métier et leur disaient mais t'as jamais peur de tomber? Et eux, ils avaient
pirouette de dire, de tomber. Ah, mais non, pourquoi veux-tu que je tombe? C'est quand même un risque. Donc un risque étant la concomitance entre un humain et un danger. Les deux font qu'il y a un risque. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de risque, il n'y a que du danger, le vide. Donc là, il dit, mais tu peux tomber, quoi, c'est dangereux, mais tu te rends pas compte. Et lui, c'était plus confortant de se défendre par le déni en se disant que non, mais chez nous, ça fait partie du métier, au sens, c'est intégré dans le métier. Donc quand c'est dans le métier, c'est pas un risque. Alors que celui qui ne maîtrise pas le métier, lui, il se dit je veux pas y aller, moi j'ai la trouille, quoi. Voilà. Mais lui, tant qu'il l'intègre comme faisant partie du métier, il y a une forme de déni du risque. Par ce déni-là, il tient le poste. Par contre, à fond, les intervenants, et du coup les préventeurs et les médecins du travail, s'étaient dit on a réalisé quand on nous a dit ça, qu'en leur parlant de ça, la prochaine fois qu'ils montent, ils y pensent ou pas. Donc parfois, il est bon de se poser la question de si nous on perçoit des mécanismes de défense de ce type-là, qu'est-il bon de faire en tant que psychologue? Parfois, le mieux c'est de se taire. C'est pas facile pour moi. Les gens d'autres qui sont concernés, mais c'est important de savoir rester discret sur quelque chose qui a une utilité. Et le mécanisme de défense, parfois, peut être utile. Parfois, il est bon de souligner que c'est une force, et que cette force-là, elle est exploitable une autre fois dans le même type de situation. Mais quand il permet de tenir quelque chose auquel la personne sera constamment exposée, et que c'est un risque de taille, mieux vaut se la fermer. Est-ce que c'est plus illustrant ? Et parfois, c'est un mécanisme de défense, il y a les addictions. Pour certains, le petit coup de rosé, avant d'être confronté à une machine qui fout la trouille, ça donne un petit peu de... Ça sera moins bien. Alors c'est vrai qu'après, tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, donc j'en ai une question, s'il vous plaît. Les nouvelles technologies actuellement permettent d'espionner les individus comme jamais. Et hélas, des salariés racontent qu'ils ont été espionnés à leur insu par leurs supérieurs ou par leurs harceleurs. Et pire, certains salariés ne sont même pas au courant. Et même si vous avez dit que ce n'était pas que les pervers qui harcelaient dans le milieu du travail, il faut quand même savoir que les pervers sont des individus très voyeurs, donc ça nourrit leur voyeurisme. Et je voulais savoir pourquoi, selon vous, vous parlez aussi peu de cet aspect. En fait, On va en parler. Des nouvelles technologies? Oui, voilà, dans le harcèlement. Je vais en parler. Oui, c'est un outil, en effet, qui est montré comme un des grands facteurs de risque. Le contrôle, justement, ça renvoie à ce manque de confiance, ce manque de marge de manœuvre. On est complètement infantilisé, c'est la pointeuse, et puis c'est la caméra de surveillance, et puis c'est l'ordinateur. Donc il y a cet aspect-là, incontestable, et vous avez raison d'en parler, on a omis, mais c'est chose faite, ça fait partie d'une des évolutions très fortes qui renvoie à beaucoup de contestations. Peut-être encore plus chez nous en France où on n'avait pas du tout l'habitude de ça, beaucoup moins, disons, il y avait bien les pointeuses, mais tous ces systèmes de caméras, c'était quand même beaucoup plus Amérique, et ça nous arrive, et ça se généralise, et c'est pas dans notre culture. Et c'est d'autant plus mal vécu qu'on n'était pas habitué à ça. Donc oui, vous avez raison de le souligner. J'en profite aussi pour rajouter, justement, concernant ces nouvelles technologies, toute cette difficulté et cette porosité entre vie personnelle et vie professionnelle. Vous connaissez tous nos smartphones, nos mails, toutes ces possibilités d'être, de travailler dans d'autres lieux. Finalement, c'est ce qui peut aussi être un facteur de risque dans la mesure où ça conduit à une forme parfois d'addiction au travail, de fait de ne plus pouvoir couper, de ne plus pouvoir faire cette rupture, et puis aussi d'être sollicité en permanence. Donc oui, cette question des nouvelles technologies de l'information à la fois apporte énormément d'avantages, je ne veux pas voir que l'aspect négatif,
mais apporte aussi des dangers contre lesquels il faut lutter. Notamment, on voit apparaître des chartes, par exemple, dans les entreprises pour dire, voilà, à partir de le vendredi, à partir de telle heure, plus de mails pendant le week-end. Hein, et on reprend lundi. Parce que voilà, ou le soir, pareil, à partir de telle heure, interdiction d'envoyer des mails. C'est nouveau parce que voilà, ça commençait, c'est pratique, en même temps on pense à quelque chose, on est tenté de le faire, enfin, mais il y a des chartes comme ça qui se mettent en place parce que c'est plus ou moins facile. Dans les métiers d'enseignement, moi je suis enseignant-chercheur, je travaille énormément chez moi. Quand j'envoie un mail, j'aime bien l'envoyer justement quand les enfants sont couchés, que j'ai la tête reposée, que je me dis et effectivement j'envoie des mails à pas d'heure parfois. J'essaye de ne pas harceler mes étudiants, mais en effet c'est aussi pratique. Hein. Mais voilà, après ça veut dire ces chartes commencent vraiment à se généraliser et même au niveau de l'université, il en était fortement question aussi. Donc c'est vrai que ça pose la question de la conciliation, du respect de la vie privée. Après, je pense que les caméras dans les toilettes, c'est peut-être plus pour effectivement les pervers, mais la plupart du temps, elles sont dans un voie, alors parfois sur moi, c'est vrai, parce qu'elles des fois sont cachées, mais c'est souvent un outil de contrôle, effectivement à des fins de gestion des ressources humaines, mais heureusement, je pense qu'elles ne sont pas majoritaires encore. Je pense qu'on a plus de difficultés aujourd'hui pour certains cadres ou postes itinérants à faire la rupture avec le travail du fait de ces nouvelles technologies. Et souvent, des accords d'entreprise entre RH, syndicats, direction, il y a des choses qui doivent être travaillées pour permettre aux cadres, parce que c'est souvent les cadres, ou les itinérants, commerciaux, etc., de faire des pauses et de récupérer comme il se doit. Mais souvent, c'est des sources de stimulation importantes. D'autres questions? Oui, quel micro? Vous parliez de délinquance consciencieuse. Moi, dans mon métier, en fait, on est de faire des fiches de temps pour présenter en fait, le temps passé sur les dossiers de mes clients. Donc, qui doivent cadrer au quart d'heure près par jour. Donc le temps passé sur tel dossier. Donc, on doit accumuler 7 heures, 8 heures par jour, 39 heures par semaine. On fait en général pas mal de travail d'heures supplémentaires. Le soir, on reste en tard. Le samedi, parfois en ramenant du travail à la maison, quand on a un accès Internet sur le logiciel. Et donc ce temps-là, on ne peut pas figurer. Parce qu'on a toujours peur, en fait, que éventuellement notre manager nous dise pourquoi tu as passé autant de temps sur le dossier, du côté parental. Est-ce qu'il ne serait pas, c'est l'habitude dans ce métier-là, est-ce qu'il ne serait pas bon malgré tout, de montrer qu'on a passé un temps supplémentaire sur le dossier, quitte à se dire parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de travail en plus, parce que les infos que donne notre client étaient particulièrement longues à déchiffrer, pour bouleverser un petit peu les habitudes et mettre peut-être un manager face à nos difficultés. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose à faire au risque éventuellement de se faire réprimander en disant voilà, tu as passé vraiment trop de temps sur ton dossier, tu ne peux pas passer autant de temps. Voilà, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là? Moi, j'ai envie de dire oui. Mais en même temps, il y a un effet de normalisation, quoi. C'est-à-dire que rendre compte de ce surtemps, parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que vous rentrez dans le temps prévu, à partie, normalisé, attendu, quand on regarde, mettons, si on faisait des statistiques, la plupart des gens rentrent à l'intérieur d'eux. Mais c'est aussi ne pas tenir compte des contraintes liées à une situation. Donc si on doit remplir des feuilles de temps, il y a peut-être aussi du qualitatif à faire valoir autour du dossier en question, à savoir quelles sont les contraintes rencontrées dans ce dossier que l'on n'a pas rencontrées dans n'importe quoi, la majeure partie de nos dossiers, qui ont fait une spécificité et qui attestent le besoin de faire davantage, de passer davantage de temps dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une analyse de telle chose ou telle chose. Pour moi, il y a autant à y gagner. Alors, de plus en plus, on raisonne le temps passé, parce qu'effectivement, on nous amène à faire du contrôle de gestion, c'est-à-dire le temps passé par rapport à notre activité, à faire de l'administratif, à faire de la production pure, etc. C'est une chose, maintenant, c'est pas facile de convaincre tout seul qu'on doit avoir une appréciation sur nos dossiers que sur le temps passé.
La dimension qualitative qu'on peut donner à cette appréciation sur le travail, cette reconnaissance du travail, elle doit passer par du qualitatif. Parfois, c'est plus facile d'être plusieurs. Donc, si vous êtes plusieurs professionnels à rencontrer cette difficulté-là, des fois, c'est bien un autre mécanisme de défense, c'est un mécanisme social, c'est de se constituer en collectif pour rendre compte d'une contrainte en tant que professionnel à ne pas valoriser suffisamment la différence qualitative dans la gestion des dossiers, qui se traduit autrement que par ton temps passé. Est-ce que ça répond aux parties, peut-être? Christine? Oui, je rajouterais tout simplement que ça renvoie à ce que Yves Clou appelle la qualité empêchée au travail, la différence entre le travail prescrit et le travail réel, dans cette normalisation que vous présentez, et ça renvoie aussi justement à ce manque de latitude. On est complètement coincé dans des formats par rapport auxquels on n'a plus possibilité d'apporter des ajustements. Et c'est bien ça justement, quand tout est complètement coincé, normalisé, formaté, on ne peut plus apporter cette possibilité de faire un travail un peu différemment, comme je disais tout à l'heure, d'y apporter sa touche personnelle, ou tout simplement d'apporter la qualité nécessaire à la gestion du travail que l'on a à faire. On est empêché dans un travail que l'on souhaite bien faire, et ça suscite beaucoup de souffrance au travail, dans toutes sortes de travaux. Puis Manuela parlait d'un travail artisanal concernant les peaux tout à l'heure, et on peut le voir aussi dans des travaux administratifs, on peut le voir aussi dans des travaux dans des structures médico-sociales, où justement, d'un côté, il y a le projet d'établissement qui va expliciter la nécessité de prendre en charge de manière globale la personne âgée, et puis dans les contraintes de temps, on ne peut pas, donc on est obligé de la laver rapidement, on a 5 minutes pour la laver, 5 minutes pour changer son lit, 5 minutes pour faire sa chambre, etc. Et finalement, on la considère, enfin on est obligé de la mettre dans des situations d'infantilisation totale, où on n'a plus justement cette possibilité d'avoir une réelle relation, de prendre du temps, de pouvoir échanger et de la considérer comme une personne à part entière. On est là à la chosifier, si je puis dire, et à la déplacer, et arrive la maltraitance. Enfin, voilà, on voit combien justement ces questions de qualité empêchée peuvent aussi induire des situations délétères au travail. Et des dossiers mal gérés, des insatisfactions de toutes parts. Donc finalement, chacun y perd. Le salarié, mais aussi l'entreprise, mais aussi l'organisation, mais aussi la structure médico-sociale. Enfin, c'est ça l'ennui, c'est que chacun y perd. Et je pense qu'il y a un argument qui pourrait éventuellement venir chatouiller un employeur au sens commercial du terme, c'est que si on normalise, j'en prends la logique, si on normalise toutes les choses, y compris le temps dédié à l'ensemble des dossiers ou à chacun d'entre eux, ça veut dire qu'aucun de nos clients n'est distinct l'un de l'autre. J'en parle aux clients ou pas? Je ne suis pas sûre qu'ils apprécient. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous ne pouvez pas faire bonne figure au titre commercial en disant vous êtes particulier pour nous, et derrière on va vous traiter comme les autres. Jusqu'où on est logique et honnête entre nous. Il y a aussi cette notion d'honnêteté organisationnelle à travailler sur OK, on se donne. C'est pour ça que travailler sur les contraintes spécifiques, qualitatives, ou des contraintes propres au dossier, peut-être que ça veut dire qu'on ne va pas nous dire allez, je dis n'importe quoi, sur tous les dossiers vous passerez 20 heures. On va dire peut-être que sur tous les dossiers on va passer 15 heures, et puis on se donne une marge de manœuvre suivant le qualitatif détaillé et perçu au départ du dossier, de la gestion du dossier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir au départ en prévisionnel, on estime qu'il va y avoir une marge de temps, et puis après, il faut avoir le courage de poser l'écart entre le prévisionnel et cette marge de manœuvre qu'on s'est donnée et le temps passé. Comment on se l'explique, quelle est la part de contraintes qu'elles soient organisationnelles, individuelles, dans une difficulté à comprendre ou à mener à bien la mission, ou alors organisationnelle, mais avoir une lecture différentielle. Et ça aide aussi à apprécier le travail au niveau d'entretien annuel, parce que du coup, on passe sur des indicateurs plus précis et qui sont aussi qualitatifs. Oui, je voulais vous faire part de ce que a
dit l'assurance de la maladie, c'est-à-dire l'assurance des enseignants, lors d'un colloque de l'ASL, c'est-à-dire l'autonome de solidarité laïque, qui est l'assurance professionnelle des enseignants. Il détermine deux sortes de harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a le harcèlement moral, on va dire effectivement l'objet du pervers narcissique, c'est-à-dire le harcèlement pour le plaisir. Il y a aussi le harcèlement pour faire partir la personne. Voilà. Donc ils mettent ça en deux parties. Et le harcèlement pour faire partir la personne n'est pas forcément fait par un pervers narcissique. Ça peut être un petit peu n'importe qui veut se débarrasser de salarié. C'est un petit peu ce qui s'est passé quand même chez les Français. Il faut savoir aussi que ça se passe à l'Éducation nationale. Partout, effectivement. Oui, vous avez absolument raison, on n'a pas le temps de tout balayer, et en même temps, on fait aussi une longue journée, mais vous avez parfaitement raison, on appelle ça les cost killers, voilà, en anglais, c'est-à-dire ceux qui vont être, parfois, ceux qui vont être là pour faire en sorte ou qui sont internes à l'entreprise, ou qu'on l'on va payer pour faire venir et pour trouver dans les dossiers, voire même, comment dire, mettre en place des situations de preuves de choses mal faites, etc. Enfin, ça peut devenir catastrophique, on est d'accord, et là on voit bien que ce sont des contraintes économiques, que c'est bien au-delà de la personnalité des personnes en présence. Ça peut être des contraintes économiques, ça peut être aussi des problèmes de pouvoir, c'est-à-dire que oui, ça quand peut des être contraintes économiques, des collègues qui veulent se débarrasser. une place, qui ne pourraient pas avoir autrement, mais ça peut être effectivement supérieur. Absolument. On va interrompre pour conclure la table ronde. Oui, nous allons clore. Je vais simplement remercier Christine Geoffrion et Manuel Acado et l'association MENSA. Voilà.